réponse a été élaborée après l'émergence des historiens révisionnistes, plus justement désignés comme négationnistes, qui entendent proposer un récit, un embellishment de l'histoire du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale à partir de quelques données, ainsi résumées par Vidal-Naquet. Les chambres à gaz n'ont jamais existé et il n'y a pas eu de génocide perpétré par les Allemands. La solution finale ne consistait qu'en l'expulsion des Juifs en direction de l'Est européen. Le chiffre des victimes juives du nazisme est beaucoup plus faible qu'on ne l'a dit. Le génocide est une invention de la propagande alliée, principalement juive et tout particulièrement sioniste. L'Allemagne hitlérienne ne porte pas la responsabilité majeure de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1930 et 1940, la menace principale contre l'humanité était constituée par le régime soviétique, pouvant être disjoint et associé dans des formes et des proportions variables. Ces éléments fournissent les fondements d'une réécriture radicale de l'histoire contemporaine. Peut-on la tenir pour plausible, acceptable? Et si tel n'est pas le cas, pourquoi? Pour pouvoir la récuser sans abandonner les principes qui commandent toute son œuvre, Hayden White est conduit à avancer une distinction que je trouve quelque peu problématique. Évoquant les competing narratives proposés à propos du régime nazi et de l'extermination des Juifs et des Tziganes, il remarque: à l'évidence, considérées en tant que récits d'événements déjà établis comme des faits, les narrations concurrentes peuvent être évaluées, critiquées et classées selon leur fidélité aux données factuelles, leur complétude et la cohérence de leur argumentation, quelle qu'elle soit. Mais les narrations ne consistent pas uniquement en des énoncés factuels, des propositions existentielles singulières et des arguments. Elles sont composées aussi d'éléments poétiques et rhétoriques, grâce auxquels ce qui autrement ne serait qu'une liste de faits est transformé en une histoire. Parmi ces éléments, il y a les modèles génériques qui organisent les manières de raconter les histoires et que nous identifions comme fournissant les intrigues. En ce sens, le conflit entre des narrations concurrentes a moins à voir avec les faits relatifs au sujet traité qu'avec les différentes significations qui sont assignées à ces faits par la mise en intrigue. Une telle distinction pose, me semble-t-il, deux questions. D'une part, elle réintroduit une conception toute traditionnelle du fait historique, attestée certains identifiables, ainsi par exemple l'existence des chambres à gaz. Le problème ici est celui de la compatibilité entre une telle proposition et la perspective globale de Hayden White. Comment articuler cette évidence du fait avec la phrase de Barthes, utilisée comme épigraphe de The Content of the Form? Le fait n'a jamais qu'une existence linguistique, et sur quelle base, à partir de quelle opération, avec quelle technique l'historien peut-il établir la réalité du fait, ou vérifier qu'un discours historique est fidèle ou non au factual record? Il faut convenir qu'en ignorant systématiquement les procédures propres de l'histoire, entendues comme une discipline de savoir, Hayden White laisse fort démuni pour répondre à de telles questions. D'autre part, en restreignant la définition des faits énonçables par l'historien aux seules singular existential propositions, Hayden White limite strictement le domaine où l'histoire peut fonctionner selon l'opposition entre le vrai et le faux. On ne voit donc pas à partir de quels critères peut être opérée une discrimination entre divers récits historiques qui construisent leur intrigue en n'utilisant que des faits avérés. Pourtant, tous ne sont pas équivalents, ni quant à leur modalité discursive, ni quant à leur cohérence interne, ni non plus quant à leur pertinence et leur exactitude à rendre compte de la réalité référentielle qu'ils entendent représenter. Établir la vérité différentielle des discours historiques n'est pas chose aisée, mais considérer la tentative comme vaine et inutile est annuler toute possibilité d'assigner une quelconque spécificité à l'histoire, puisque ne lui sont propres ni ses préfigurations tropologiques, ni ses modalités narratives, ni même le fait que son discours porte sur le passé. Cette remarque me conduit à une question finale, la quatrième, comme il se doit faire face à une œuvre si profondément attachée au principe d'une fourfold analyse. Elle fait retour sur méta-historie. Sans nul doute, le livre a libéré l'historiographie des bornes
forme sévère dans laquelle la contenait une approche classique, tout à fait insensible aux modalités et aux figures du discours. Pour cela, il doit être salué et remercié. Pour autant, est-il possible et souhaitable intellectuellement d'adhérer à une approche sémiologique de l'étude des textes qui permet de mettre en question la sûreté du texte comme témoignage d'événements ou de phénomènes qui lui sont extérieurs, de négliger la question de l'honnêteté du texte, de son objectivité. Faire l'histoire de l'histoire, n'est-ce pas comprendre comment, dans chaque configuration historique donnée, les historiens mettent en œuvre des techniques de recherche et des procédures critiques qui justement donnent à leur discours de manière inégale cette honnêteté et cette objectivité. Lecture. Les 4 essais réunis dans cette seconde partie retrouvent un genre classique, celui du dialogue avec les morts. Pour les historiens de ma génération et pour beaucoup d'autres, la fréquentation des œuvres de Michel Foucault, Michel de Certeau et Louis Marin a été une source d'inspiration majeure. Au-delà des différences qui les séparent ou les opposent, elle désigne une question fondamentale. Comment penser les relations qu'entretiennent les productions discursives et les pratiques sociales ? Contre les formulations abruptes du tournant linguistique qui considèrent que n'existent que des jeux de langage et qu'il n'est pas de réalité hors les discours, la distinction proposée et travaillée par Foucault, de Certeau et Marin indique une autre voie. Il s'agit avec eux d'articuler la construction discursive du monde social avec la construction sociale des discours, ou dit autrement, d'inscrire la compréhension des divers énoncés qui modèlent les réalités au sein des contraintes objectives, qui à la fois bornent et rendent possible leur énonciation. Pour eux, l'ordre du discours, selon l'expression de Foucault, est doté d'efficacité. Il instaure partage et domination. Il est l'instrument de la violence symbolique, et par sa force illocutoire, il peut faire advenir ce qu'il désigne. Mais cet ordre n'est pas sans limite ni contrainte. Les ressources que les discours peuvent mettre en œuvre, les lieux de leur exercice, les règles qui les brident sont historiquement et socialement différenciées. De là l'accent porté sur les systèmes de représentation, les catégories intellectuelles, les formes rhétoriques, qui de manière diverse et inégale déterminent la puissance ou impuissance discursive propre à chaque communauté. Une autre leçon donnée par les 3 auteurs que nous avons ici réunis est de mettre en garde contre une appréciation trop simple des mécanismes de la domination. Chacun à sa façon et dans son vocabulaire propre souligne l'écart qui existe entre les mécanismes qui visent à contrôler et assujettir et d'autre côté les résistances ou insoumissions de ceux et celles qui en sont la cible. La tension entre dispositifs de contrainte et illégalisme chez Foucault, l'opposition entre stratégie et tactique chez de Certeau, la distance entre les modalités du faire, croire et les formes de la croyance chez Marin sont autant de formulations de cet écart. Elles indiquent que la force des instruments mis en œuvre pour imposer une discipline, un ordre ou une représentation, du pouvoir, de l'autre ou de soi-même, doit toujours composer avec les refus, les détournements et les ruses de ceux et celles qu'ils entendent soumettre. La dynamique qui lie ainsi suggestion obligée et identique préservée, consentement et résistance, et a profondément transformé la compréhension des relations de pouvoir, celle des formes de la domination coloniale ou celle des rapports entre les sexes. Elle a aussi défini une nouvelle manière de penser la signification des discours, toujours située entre les diverses stratégies auctoriales, éditoriales, critiques, scolaires, qui tentent d'en fixer et imposer le sens, et les appropriations plurielles, mobiles des lecteurs qui les investissent d'usage et de compréhension qui leur sont particuliers. Entre les contraintes transgressées et les libertés bornées, Foucault, de Certeau et Marin tracent un chemin largement emprunté, après eux, en particulier par une histoire ou une sociologie culturelle qui, libérée des définitions traditionnelles de l'histoire des mentalités, est devenue attentive aux modalités d'appropriation plus qu'aux distributions statistiques, au processus de construction du sens, plus qu'à l'inégale circulation des objets et des œuvres, à l'articulation entre pratique et représentation, plus qu'à l'inventaire des outillages mentaux. Ces déplacements ont trouvé leur fondement et inspiration les plus sûrs dans la lecture de ces 3 auteurs qui ont fait œuvre d'historiens à partir de savoirs et de questions débordant de beaucoup
les limites classiques de la discipline. La chimère de l'origine, Foucault, les Lumières et la Révolution française. L'œuvre de Foucault ne se laisse pas facilement soumettre aux opérations impliquées par le commentaire. Un tel projet suppose en effet qu'un certain nombre de textes, livres, articles, conférences, entretiens, soient considérés comme formant une œuvre, que cette œuvre puisse être assignée à un auteur dont le nom propre, Foucault, renvoie à un individu particulier doté d'une biographie singulière, et qu'à partir de la lecture de ce texte premier, l'œuvre de Foucault, il soit légitime de produire un autre discours en forme de commentaire. Or, après Foucault, ces trois opérations ont perdu l'évidence et l'immédiateté qui ont longtemps été les leurs dans l'histoire traditionnelle des idées. Foucault leur a ôté tout d'abord leur universalité supposée en restituant leur variabilité, ainsi en précisant les conditions historiques spécifiques, juridiques et politiques qui font émerger le nom propre comme catégorie fondamentale du classement des œuvres, ce qu'il appelle la fonction auteur. Il invite à s'interroger sur les raisons et les effets d'une telle opération, garantir l'unité d'une œuvre en la rapportant à un unique foyer d'expression, résoudre les possibles contradictions entre les textes d'un même auteur, expliqués par les développements d'une trajectoire biographique, établir grâce à la médiation de l'individu inscrit en son temps une relation entre l'œuvre et le monde social. D'autre part, toutes les opérations qui désignent et assignent les œuvres doivent toujours être considérées comme des opérations de tri et d'exclusion. Parmi les millions de traces laissées par quelqu'un après sa mort, comment peut-on définir une œuvre? Répondre à la question requiert une décision de partage qui distingue, selon des critères qui n'ont ni stabilité ni généralité, les textes constituant l'œuvre et ceux qui relèvent d'une écriture ou d'une parole sans qualité et qui ne sont donc pas assignables à la fonction auteur. Enfin, pour Foucault, ces différentes opérations délimiter une œuvre, l'attribuer à un auteur, en produire un commentaire, ne sont pas des opérations neutres. Elles sont portées par une même fonction définie comme une fonction restrictive et contraignante qui vise à contrôler les discours en les classant, les ordonnant et les distribuant. Le premier et redoutable défi lancé par Foucault à ses lecteurs réside en ceci: faire vaciller, fissurer ce qui fonde dans la configuration de savoir qui est la nôtre, l'intelligibilité et l'interprétation de toute œuvre, y compris de la sienne. Est ainsi créée une vertigineuse et unique tension où toute lecture d'un texte de Foucault est toujours, en même temps et nécessairement, mise en question de cette lecture et des concepts ordinaires, auteur, œuvre, commentaire, qui dans notre société gouvernent le rapport au texte. Dans une remarque de l'ordre du discours, ou peut-être il avoue quelque chose de lui-même, Foucault n'exempte pas l'auteur de la soumission aux catégories qui caractérisent, dans un moment historique particulier, le régime de production des discours. Je pense que depuis une certaine époque, au moins l'individu qui se met à écrire un texte à l'horizon duquel rôde une œuvre possible reprend à son compte la fonction de l'auteur. Ce qu'il écrit et ce qu'il n'écrit pas, ce qu'il dessine, même à titre de brouillon provisoire, comme esquisse de l'œuvre, et ce qu'il laisse tomber comme propos quotidien, tout ce jeu de différence est prescrit par la fonction auteur telle qu'il la reçoit de son époque ou telle qu'à son tour il la modifie, car il peut bien bouleverser l'image traditionnelle qu'on se fait de l'auteur. C'est à partir d'une nouvelle position de l'auteur qu'il découpera dans tout ce qu'il aurait pu dire, dans tout ce qu'il dit tous les jours, à tout instant, le profil encore tremblant de son œuvre. L'incorporation par l'auteur des catégories qui rendent compte des œuvres dans l'ordre commun des discours est ce qui rend possible l'articulation entre l'écriture, comprise comme une pratique libre, foisonnante, aléatoire, et les procédures qui visent à contrôler, organiser et sélectionner les textes. Cependant, la commune acceptation par l'interprète et l'auteur des conventions qui commandent le mode d'assignation et de classement des œuvres ne doit pas pour autant faire considérer celle-ci comme neutre et universelle. À ce premier défi, Foucault en ajoute un autre. Tout son projet d'analyse critique et historique des discours est en effet fondé sur une récusation explicite des concepts classiquement maniés par l'histoire traditionnelle des idées, qui demeure la ressource la plus immédiatement mobilisable pour comprendre et faire comprendre un texte, une œuvre, un auteur. Le postulat de l'unité et de la cohérence de l'œuvre, la mise en évidence de l'originalité créatrice, l'inscription de la signification dans le discours
autant de catégories contre lesquelles doit se construire une autre démarche, attentive, tout à l'inverse aux discontinuités et aux régularités qui contraignent la production des discours. Comprendre un ensemble d'énoncés suppose donc pour Foucault de recourir à des principes d'intelligibilité qui récusent les vieilles notions, à peine repeintes en ces temps derniers de l'histoire des idées. De là une question difficile: à quelles conditions est-il possible de produire une lecture foucaldienne de Foucault, c'est-à-dire de lire ses œuvres, son œuvre, à partir de ce mince décalage, comme il écrit ironiquement, qui consiste à traiter non pas des représentations qu'il peut y avoir derrière les discours, mais des discours comme des séries régulières et discontinues d'événements, et qui permet d'introduire à la racine même de la pensée le hasard, le discontinu et la matérialité. Faut-il opposer Foucault à Foucault et inscrire son travail dans les catégories mêmes qu'il considérait comme impuissantes à rendre compte adéquatement des discours? Ou bien faut-il soumettre son œuvre aux procédures de l'analyse critique et généalogique qu'elle a proposées et du coup annuler, ce qui permet d'en délimiter l'unicité et la singularité? Foucault, à n'en pas douter, était ravi d'avoir ainsi fabriqué cette petite et odieuse peut-être machinerie qui insinue l'inquiétude au sein même du commentaire, qui prétend dire le sens de la vérité de l'œuvre. Ou la vérité de l'œuvre. Dans ce bon tour joué à tous ceux, et ils ont été et seront nombreux, qui s'efforcent de le lire, comment ne pas entendre métallique et fulgurant le rire de Michel Foucault?